Dans cet épisode, une cargaison de mythes sur les semi-remorques. C'est fou! D'abord, le dynamomètre de la mort. C'est le jouet le plus cool de la Terre! Adam et Jamie testent une sombre histoire selon laquelle l'éclatement d'un pneu de camion peut vous arracher la tête. Ensuite, attachez vos ceintures. On s'attaque à K2000. J'espère que la voiture fonctionnera toujours quand ce sera à moi. Adam et Jamie tentent de savoir si on peut grimper sur une rampe en pleine course. Enfin, Carrie, Tori et Grant risquent leur vie Ça devient dangereux maintenant. C'est ça qu'on préfère. pour savoir si l'on réduit sa consommation d'essence grâce à l'aspiration. C'est dingue! Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Prêt à plonger? et Jamie Heineman. Rien que de voir ça, ça m'excite. Splendide! À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'était balèze. À leur côté, Grant Imahara, Ça a l'air facile quand c'est Jamie qui le fait. Tori Bellecci Qui a commandé un pantalon explosif? et Gary Byron. Des explosifs et de l'électricité. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Aujourd'hui, un menu massif avec un maximum de moteurs. Adam et Jamie nous servent l'entrée. C'est un mythe qui tue, au sens propre. Vas-y. Suppose que tu roules à côté d'un semi-remorque. Un pneu éclate. L'explosion est tellement forte que ça traverse ton pare-brise et que tu es décapité sur le coup. Magnifique. C'est dans nos cordes. Les pneus peuvent devenir dangereux. En cas de surpression, on court à l'explosion. Si jamais on a la malchance d'être à côté d'un gros camion quand un de ses pneus éclate, peut-on littéralement en perdre la tête? Comment tu comptes faire? On va faire tourner un pneu de camion à vitesse normale et on va trouver un moyen de le faire éclater. Il paraît qu'un pneu de camion qui éclate est une vraie bombe. J'ai pas envie d'être dans les parages. On peut essayer de fabriquer un dispositif fixe. Même pour les Mythbusters, c'est beaucoup trop risqué de faire éclater le pneu d'un camion en mouvement. Cependant, il y a une solution. Lors d'une émission précédente, Adam et Jamie ont manipulé un dynamomètre, un appareil permettant de faire tourner les roues d'un véhicule à l'arrêt. C'est complètement bidon, là. C'est du flan. Un dynamomètre. Un dynamomètre. C'est l'outil idéal pour faire tourner une roue de camion. Sauf que personne ne voudra jamais nous prêter son dynamomètre pour qu'on fasse éclater un pneu à côté. On va devoir en fabriquer un. Faisons ça à la Mythbuster. On prend un bon gros pick-up, on vire le plateau et on fait tourner la roue juste en dessous de la roue du camion, ce qui la porterait à la vitesse voulue. Ça roule. Adam et Jamie ont un plan ingénieux pour fabriquer leur dynamomètre géant. Ils feront descendre un camion sur des roues en train de tourner et mettront Buster dans la ligne de tir. 3, 2, 1. La première étape consiste à dénuder ce pick-up. On enlève les côtés de cette camionnette parce qu'on a besoin d'accéder aux roues motrices. Ce sont elles qui vont nous permettre de faire tourner le pneu du semi-remorque. C'est tout ce qui nous intéresse dans ce pick-up. Donc on vire le reste. On va poser le semi-remorque sur les roues, faire éclater le pneu, et on verra. Ça a l'air simple quand Jamie nous l'explique. Mais en fait, c'est une entreprise très fastidieuse. On va placer le semi-remorque ici et le pick-up là. Il faut faire tourner les roues motrices du camion à plus de 80 km/h. Pour garder le véhicule bien en place, les Mythbusters commencent par enfouir les roues dans le sol. Accélère! Accélère plus fort encore! Hey, c'est plus un camion maintenant! C'est un dynamomètre! Le dynamomètre est en place. Il ne reste plus qu'à placer un semi-remorque dessus, comme celui-ci.
Pour tester ce mythe, il faut suspendre le semi-remorque sur le pick-up à moitié enfoui. Les Mythbusters vont y arriver en le soudant à un énorme chariot élévateur. J'ai solidement fixé notre semi-remorque au plus grand chariot élévateur jamais utilisé dans l'émission. Il peut soulever 13 tonnes. Ce n'est pas seulement par mesure de sécurité, mais parce que c'est important pour l'expérience. On peut ajuster la pression exercée sur la roue du semi-remorque. Le chariot élévateur est en place avec son chargement. On baisse le semi-remorque à la bonne position. Les deux pneus sont en contact, tout est prêt pour un test. Maintenant, essayons de faire tourner le tout. D'accord. C'est l'heure de vérité. Regardez ça. Le dynamomètre n'est pas très esthétique, mais il fonctionne. C'est un gros dynamo. Tout est en place pour faire chauffer le caoutchouc et faire exploser des choses. Ça m'a l'air bien. Tout à fait. On fait tourner ça, on fait boum, et voilà. Est-ce qu'en profitant de l'aspiration d'un camion, on fait vraiment des économies? Ce mythe sur les semi-remorques est l'un des plus populaires sur notre site de fans. Si je vous dis aspiration? C'est quand on colle le plus possible à l'arrière d'un camion pour faire des économies d'essence. Comme le camion fend l'air et crée une zone de basse pression dans son sillage, on est censé avoir besoin de moins d'essence pour rouler. J'ai toujours rêvé d'essayer ces techniques, mais j'ai jamais osé. J'ai toujours eu peur que le conducteur du camion pile. Cela peut sembler très risqué de suivre un camion d'aussi près, mais d'après les téléspectateurs de l'émission, ça peut faire des économies. La théorie, c'est qu'en collant au train du camion, on subit moins la résistance de l'air et on consomme moins d'essence. Avant de tester ce mythe en vrai, on va faire des essais à échelle réduite pour voir ce qui se passe au niveau aérodynamisme derrière le camion. À ce propos, je sais que la NASA a une soufflerie. Je les appelle pour voir si on peut s'en servir. Même si elle n'a pas l'air très moderne, cette soufflerie peut simuler des vents aussi rapides que sur une autoroute. Magnifique. Vous avez vu ça? Tout d'abord, les Mythbusters prennent un semi-remorque modèle réduit pour tenter de savoir si cette fameuse zone de basse résistance à l'air dans le sillage existe. Le courant d'air sera uniforme et très compact. On va projeter de la fumée sur le petit semi-remorque. Si on voit qu'elle s'amasse à l'arrière du camion, cela indiquera une zone de basse pression. Les caméras grande vitesse sont allumées. On lance le vent et la fumée. À l'œil nu, il est difficile de distinguer quoi que ce soit. Cela devient tout de suite plus clair sur le ralenti. Il y a une zone épargnée par la fumée, qui serait donc un abri bien pratique pour une voiture s'y trouvant. Il y avait de la fumée derrière le camion, ce qui prouve bien qu'il y a une zone de basse pression. Maintenant, nous allons prendre une voiture à la même échelle que ce camion, la fixer à un dynamomètre et voir ce que la basse pression produit comme effet sur la voiture. Il faut d'abord un point de référence. On enlève le camion de la piste pour voir la force du vent de face sur la voiture seule. Apparemment, rien ne se passe. Mais le vent frappe la voiture à plus de 80 km/h. C'est Grant qui collecte les données. On a un bon point de référence. C'est clair. On a 0,06 kg avec le vent qui frappe la voiture et rien d'autre. C'est la valeur de référence. À présent, il faut déterminer si ce nombre diminue lorsque le camion protège la voiture du courant d'air. On est à 7 longueurs de voiture de distance. Est-ce qu'il y a une traînée qui s'exerce? Il y a une réduction de la traînée de 21%. C'est vrai? Oui. Et si la voiture se rapproche très près? On commence par réduire la distance à 12 cm, l'équivalent de 3 mètres à taille réelle. À 3 mètres, il y a une réduction de la traînée de 60%. C'est dingue! Là, on est à 1,80 m du camion. C'est fou! Je me rapprocherai jamais aussi près. Tu vas peut-être changer d'avis. 80% de réduction de la traînée. Passons à la zone suicidaire. Ça marche. 60 cm. Ça donne quoi? C'est dément. 93% de réduction. C'est pas vrai. Si.
Les résultats sont ébouriffants. À 60 cm, il n'y a quasiment plus de traînée. C'est fou! Sur une vraie route, économiserait-on de l'essence? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Les Mythbusters vont faire ce test à taille réelle. Nous revoilà. Selon le mythe que nous testons, si on roule à côté d'un semi-remorque et que le pneu éclate à ce moment-là, on peut être tué sur le coup, ou plus exactement décapité. Voilà notre camion suspendu en l'air par un chariot élévateur de 13 tonnes. Nous allons le faire descendre sur un dynamomètre. Je sais bien que ça ressemble à un pick-up, mais c'est un dynamomètre qui tournera à la bonne vitesse. On va donc faire tourner la roue dans la direction voulue et trouver un moyen de faire éclater ce pneu. On espère bien que le pneu va violemment décapiter notre vieil ami Buster. On utilise une moto parce que c'est la pire situation imaginable. En moto, on est beaucoup plus exposé. Dans le cas où un gros pneu de camion éclate, on s'est dit qu'on obtiendrait les résultats les plus violents en plaçant une moto à côté. Buster risque de s'en prendre plein la tête. Pour faire éclater le pneu, Adam et Jamie privilégient une approche directe. On va prendre un fusil classique avec une balle de calibre 12. C'est l'une des cartouches les plus grosses qu'on puisse acheter dans le civil. Elle va percer le pneu, mais on ne sait pas si l'air contenu dans le pneu produira quelque chose de plus puissant qu'un sifflement. Si tout se passe bien, la cartouche va pénétrer le pneu à ce niveau-là et endommager sa carcasse radiale, c'est-à-dire les fils de fer enroulés autour du pneu. Si les dieux sont avec nous, le pneu va s'ouvrir comme une fermeture éclair et décapiter Buster. Ça, c'est la théorie. Si jamais l'impact n'est pas suffisant pour couper la tête de Buster, les Mythbusters ont un autre moyen de savoir si le mannequin a été blessé. Notre mannequin a des indicateurs Shockwatch. En regardant lesquels sont endommagés, sur sa tête et sur son torse, on saura quels dégâts il aura subis pendant l'accident. C'est l'heure de la balle magique. Évidemment, un pneu de camion n'explose généralement pas comme ça. Mais cela devrait produire l'explosion nécessaire pour tester ce mythe. On va faire éclater le pneu avec un tir de fusil. Je lance le moteur. Pendant que Adam fait grimper le pneu à une vitesse plausible sur une autoroute, Jamie se prépare à tirer. Je suis prêt. Quand vous voulez. Le pneu est gonflé à une pression standard de 7,9 bars. Jamie vise le flanc. Dans le mille. Bravo. J'ai entendu pshhh. Mais ce n'était pas l'effet désastreux que nous voulions. Jamie a touché le pneu de plein fouet. Mais il n'y a eu aucune explosion. C'est un trou bien net, là. C'est ça? C'est assez révélateur. C'est quand même une grosse cartouche, le plus gros calibre qu'on puisse acheter. Et ça a touché le flanc de plein fouet. Ça a sûrement touché les câbles. Le pneu était bien gonflé, j'ai mis dans le mille. Le ralenti montre bien le moment de l'impact, quand la balle a percé le pneu. Cependant, cela n'a pas affecté la petite promenade de Buster. Il va falloir trouver un autre plan. Il faut changer de tactique, vu que ça n'a rien donné jusqu'ici. Ces pneus sont méga résistants. Supposez que vous êtes assez dingue pour suivre un camion lancé à toute vitesse. Ce tour de force vous ferait-il vraiment économiser de l'essence? Les tests en soufflerie de Tori, Grant et Carrie ont démontré qu'il y a du vrai dans ce mythe, en théorie. Ça dépasse de loin mes attentes. Mais qu'en est-il dans la réalité? Il faut faire le test grandeur nature. Il faut tester plusieurs distances, d'abord à 30 mètres, puis on réduit jusqu'à 60 cm. On verra si on économise de plus en plus d'essence en se rapprochant du camion. 60 cm, c'est chaud. Qui conduit? Je pencherai pour Grant. Il vient de changer son deuxième prénom en Danger. Grand danger Imahara. Ça me plaît. Avant de filer un 18 roues, Grant s'entraîne d'abord sur un véhicule un peu moins intimidant. Pour contrôler la distance d'un pare-choc à l'autre, on fixe un ruban de mesure électronique sur le toit. J'approche du coffre. Merci. Tout se passe très bien. C'est parfait.
Grant pense qu'il peut maintenant essayer avec le camion. Dès la première fois, Grant prend goût à cette conduite risquée. Pour autant, il ne serait pas prêt à faire la même chose dans la réalité. C'est risqué. Ce serait de la folie. Pendant que Grant se demande si c'est bien raisonnable, Tori marque son territoire. Je vais tracer une ligne sur la piste qui représentera le point de départ. Je vais faire 400 mètres et tracer une autre ligne. Cela nous donnera un tronçon de 800 mètres pour mesurer la consommation d'essence. Cette portion de piste servira à déterminer la consommation d'essence de Grant. C'est Andrew Smith, l'ingénieur responsable des essais, qui va s'en charger. Ici, nous avons le système d'acquisition des données, que nous allons relier au système d'injection. C'est exactement comme si nous mesurions physiquement l'essence qui va dans le moteur. En enregistrant ces données maintenant, sans le camion, nous pourrons comparer avec les fois où la voiture le suivra. La jauge de carburant est en place. Grant va faire plusieurs tests de suite à 88 km/h, en se maintenant d'abord à 30 mètres de distance du camion, puis en se rapprochant progressivement jusqu'à 60 petits centimètres. C'est notre test de référence. Je conduis seul. On va mesurer les données sur 800 mètres et on va voir combien je consomme d'essence quand je n'ai rien devant moi. Avec Andrew à ses côtés, Grant appuie sur le champignon. J'approche du tronçon. Je suis à 88 km/h. Je me maintiens à 88 km/h. Je suis près de l'arrivée. Ça y est. Andrew analyse les données. Avec cette course à 88 km/h sur la piste, la consommation était de 7 litres 36 au 100 km. Pourra-t-on réduire ce nombre en profitant de l'aspiration? Nous allons faire des tests à 30 mètres, 15 mètres, 6 mètres, 3 mètres et 60 cm. Ce qui est carrément du suicide quand on est sur l'autoroute. 3, 2, 1, partez. D'abord, Grant se place à 30 mètres derrière le camion. Même à cette distance, il se situe en dessous de la distance de sécurité recommandée par la plupart des législations. On conseille généralement d'être à 45 mètres d'écart quand on roule à 88 km/h. Il franchit la ligne d'arrivée. Tout s'est bien passé. J'étais à 30 mètres derrière le camion et à une vitesse constante de 88 à l'heure. Le résultat est frappant. Avec un écart de 30 mètres entre la voiture et l'arrière du camion, la consommation d'essence a baissé de plus de 10%. Maintenant, Grant se rapproche à 15 mètres. À cette distance, on réduit de 20% la consommation d'essence par rapport au chiffre de départ. Grant se rapproche à 6 mètres. Il est dans l'angle mort, je le vois pas. Et toi? À 6 mètres, la réduction atteint 27% grâce à la technique du sillage. Et si l'on passe à 3 petits mètres? Ça devient dangereux maintenant. C'est ça qu'on préfère. Placés dans de mauvaises mains, les pneus peuvent être très dangereux. Cependant, peuvent-ils tuer quelqu'un s'ils éclatent? On ne le sait pas encore, vu que Adam et Jamie ont déjà du mal à faire éclater un pneu. Ce n'était pas l'effet désastreux que nous voulions. Pour ce test, nos deux amis vont mettre un pneu dans l'état où il serait après une longue vie d'effort. Il va être soumis à une haute température et sera gonflé à une basse pression. On va le chauffer avec des radiateurs externes et baisser la pression pour assouplir le pneu, ce qui ajoutera aussi de la chaleur. L'assouplissement est la cause principale des éclatements de pneus de semi-remorque. Si la pression de l'air est trop basse, le caoutchouc s'amollit, s'assouplit. Cela peut endommager rapidement le pneu et le faire éclater. Au cas où la chaleur et la pression ne suffiraient pas, Adam aggrave l'usure du pneu avec une meuleuse d'angle. J'ai usé le caoutchouc de ce pneu jusqu'à ce qu'on voit les fils.
Il y a des radiateurs externes des deux côtés du pneu. Notre but, c'est d'augmenter la température du pneu autant que possible. On va commencer doucement, comme un poulet qui rôtit sur sa broche, puis on va faire griller ce pneu. On va surveiller ça sur la caméra infrarouge. Entre l'assouplissement et la chaleur, je pense qu'on obtiendra un éclatement sympathique. On remet Buster en position. Reculez, laissez-le respirer. Ce pneu-ci est gonflé à 2 bars, c'est-à-dire un quart de la pression recommandée. Le dynamomètre est prêt à tourner. On fait tourner le pneu et on le maltraite. Cela fait 5 minutes qu'il tourne et il est déjà à 65 degrés. Ça, c'est la température externe du pneu. On sait qu'un pneu est susceptible d'éclater à partir de 176 degrés. C'est à partir de là qu'on peut espérer entrer dans notre zone de réussite. C'est une question de temps. Malheureusement, même au bout de 10 minutes, on n'est toujours pas dans la zone de réussite. Ça ne bouge plus. Ça reste à 95 degrés. Les Mythbusters n'ont peut-être pas réussi à faire éclater ce pneu à basse pression grâce à la chaleur, mais ils ont plus d'un tour dans leur sac. En augmentant brusquement la pression, arriveront-ils enfin à décapiter le motard, comme ils l'espèrent tant? Dans ce tuyau, il y a 10 bars. Quand je le brancherai, ça passera dans le pneu. S'il est suffisamment affaibli, ça va le faire péter. Éclatement de pneu, dernier test. 3, 2, 1. Allez, mon petit! Allez. Voilà, c'est tout. C'est tout? On dirait une fermeture éclair. Ça s'est ouvert à l'endroit où tu l'avais découpé. Mais ça ne s'est pas propagé. Non, pas vraiment. C'est assez décevant. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Le pneu a éclaté, mais avec peu d'éclat. Ce mythe se dégonfle rapidement, mais Adam a un dernier plan. On a vu l'explosion là. Maintenant, mettons de la pression sur le pneu du bas et faisons-le tourner. On verra si ça fait voltiger des éclats. Adam espère que si l'éclatement du pneu dure assez longtemps, le caoutchouc va céder. En effet, dès que le dynamomètre s'emballe, on voit des morceaux voler dans tous les sens. Ces éclats ont-ils touché Buster, notre intrépide motard? C'est le jouet le plus cool de la Terre. Je pense qu'il vaut mieux arrêter. J'ai arrêté le camion. Une fois la fumée dissipée, Adam et Jamie vont voir de plus près. C'est terrifiant. Buster a l'air intact malgré tout. Vérifions ses indicateurs Shockwatch. Non, ils sont intacts. Il n'a pas été touché. Les éclats ont volé, mais aucun n'a touché Buster. Que conclure par rapport à ce mythe? Si on regarde ce que cette caméra là-bas a filmé, on voit qu'un gros morceau de caoutchouc a volé à 60 mètres dans cette direction. J'ai vu un morceau monter à 20-25 mètres de hauteur. Il faudrait savoir ce que ça fait si on s'en prend un dessus. Il faut éliminer tout élément aléatoire dans cette expérience. Il faut un lance-pneus. Un engin qui balancera des gros morceaux de pneus dans la tronche de Buster, pour voir si ça lui fait mal. C'est un plan prometteur. On passe à un autre mythe. Qu'est-ce que tu nous proposes? Moi aussi, j'ai un mythe avec un smearmorque. Tu connais une série du début des années 80 qui s'appelle K2000. Avec une voiture intelligente, c'est ça? C'est ça. Tu te souviens comment elle se réparait? Le mec la faisait monter dans la remorque d'un camion. En pleine course. Je veux savoir s'il est possible de faire ça à 100 à l'heure ou si on risque de se prendre le conteneur. Accroche ta ceinture. Sans faute. Avant que le beau David patrouille à Malibu, il jouait Michael Knight dans K2000 et conduisait un bolide noir plus intelligent que les voitures ordinaires. S'il devait le réparer, il accédait au QG mobile de l'équipe. Dans la vraie vie, une fois sur la rampe, est-ce que l'on ne risque pas d'accélérer brusquement et de se trouver catapulté dans la cabine? On fera un test grandeur nature. Mais il vaut mieux en faire un à taille réduite d'abord. Prenons une voiture télécommandée et un tapis de jogging. Essayons-le comme ça d'abord. D'accord.
Une fois de plus, les Mythbusters vont faire un test à échelle réduite. C'est Adam qui se charge de construire la petite voiture télécommandée. Yeah. Vous avez vu ça? Jamie découpe un tapis de jogging pour reproduire la surface de la route. Ingénieux. Le tapis représente la route. On a un camion miniature et une petite voiture. On va tenter de savoir ce qui se produit quand la voiture passe de la route à la remorque. Se retrouve-t-elle sur deux roues? Fait-elle un tonneau? Est-ce qu'elle n'arrive pas à monter? Que sais-je encore? Comme Jamie l'a dit, l'instant crucial se situe quand les roues de la voiture arrivent sur la rampe. À ce moment-là, les deux véhicules se déplacent à la même vitesse, sauf qu'une fois qu'elle est sur la rampe, la voiture avance alors que le camion est immobile, par comparaison. En théorie, sans effets spéciaux, la vitesse de la voiture devient incontrôlable. Enfin, ce n'est que de la théorie. Et dans la pratique? Prêt? Oui. Pas besoin de faire plusieurs essais. Pour une fois, les Mythbusters ont réussi un test à taille réduite du premier coup. On pensait qu'au moment où les roues arrière arriveraient sur la rampe, la voiture ferait zoom. Le ralenti confirme qu'il n'y a pas eu de zou. La voiture télécommandée a fait une entrée tout ce qu'il y a de plus fluide dans la remorque. Même sans freiner, elle allait assez lentement pour éviter une collision tragique avec le mur du fond de la remorque. Je ne sais pas toi, mais après cette expérience à taille réduite, je pense que c'est réalisable. Je suis d'accord. Quand on y réfléchit, la voiture a beaucoup d'inertie. Pour qu'elle percute l'arrière de la remorque, il faudrait qu'elle aille 2 fois plus vite, tout d'un coup. Une poussée de vitesse. Maintenant, pas le choix. On teste à taille réelle. Oui. On va construire une rampe. D'accord. Si vous suivez un camion de tellement près que vous ne voyez plus ses rétros, cela veut dire qu'il ne vous voit pas. C'est pour cela qu'il est dangereux de profiter de son aspiration, sans compter que c'est illégal. Cependant, comme Carrie, Tori et Grant s'en sont aperçus, cette technique suicidaire permet de faire des économies d'essence. À 6 mètres derrière le camion, cette économie est déjà spectaculaire. Comme son nom l'indique, Grant, danger, Imahara, n'a peur de rien. Avec Mike à ses côtés, j'ai attaché ma ceinture. Il va suivre un semi-remorque à 3 mètres. Pour avoir envie de rouler à 3 mètres derrière un semi-remorque, il faut être taré. Même dans un environnement contrôlé, c'est vraiment effrayant. On est prêt. Dans 3, 2, 1, partez. Partez. On y est presque. C'est bon, on est à 88 km/h et on maintient notre vitesse. Il est dans l'angle mort, on le voit pas du tout. À cette vitesse, le temps de réaction recommandé est de 2 secondes, soit 45 mètres d'écart entre deux véhicules. On est toujours derrière. À 3 mètres derrière le camion, le temps de réaction de Grant n'est que d'un dixième de seconde. Tu conduis comme un chef, Grant? On retourne au départ. Cela a beau être de la folie, les chiffres sont là. Avec 3 mètres d'écart entre la voiture et le camion, on fait une économie de presque 40% sur l'essence. Mais on n'en a pas encore fini avec ce mythe. Grant se prépare à suivre le camion à la distance totalement démente de 60 cm. La moindre erreur peut lui être fatale. La voiture sera à 60 cm derrière le camion à 88 km/h. C'est complètement taré. Je balise un peu. On s'est beaucoup entraîné, mais c'était derrière une voiture. Là, c'est un semi-remorque. Prêt? On y va. On se revoit de l'autre côté. Ravi de t'avoir connu. Ce qu'il vaut mieux ignorer, c'est que si le semi-remorque doit piler, Grant aura 3 centièmes de seconde pour réagir, c'est-à-dire moins qu'un battement de paupières. Partez. On ne voit même pas Grant. On est à 88 km/h. Vous êtes où? On est à 90 cm. On se rapproche. Vous êtes dans l'angle mort. On n'y voit que dalle. Matt,
Matt, le conducteur du camion, ne voit pas du tout le véhicule de Grant. C'est fou! J'adore! On est arrivé. Bon boulot. Oh my God. C'était complètement dingue. J'ai économisé combien d'essence? Le résultat est un peu plus complexe cette fois-ci. Jusqu'ici, à chaque fois que le véhicule de Grant se rapprochait, l'économie d'essence augmentait. Mais là, autour de 60 cm, elle a baissé. L'économie d'essence a légèrement chuté. Je pense que c'est parce qu'il y avait si peu de traînées à ce niveau-là que c'était difficile de conserver une distance constante de 60 cm. Du coup, tu appuyais, tu relâchais l'accélérateur et ça a consommé de l'essence. Il vaut mieux ne pas bouger le pied sur la pédale. Tant qu'on ne fait pas trop joujou avec l'accélérateur, la technique de l'aspiration sillage, bien que dangereuse, est favorable aux économies d'essence. Qu'est-ce qu'on conclut pour ce mythe? C'est nettement confirmé. On économise de l'essence en suivant un semi-remorque de près. Mais ça ne vaut pas la peine de risquer de mourir. Mythe confirmé. Mais ce n'est pas une bonne idée pour autant. Adam et Jamie ont eu l'outrecuidance de mettre David Hasselhoff en doute. Ils se demandent ce que vaut la cascade fétiche de K2000 dans la réalité. Peut-on monter dans une remorque alors qu'elle bouge ou cela relève-t-il du mythe pur et simple? Pour le savoir, ils ont rejoint Grant, Carrie et Tori sur la piste de test dans l'Oregon. On a déjà fait ce test à taille réduite dans l'atelier. D'après le test, c'est parfaitement faisable. Grâce à l'inertie, la voiture ne risque pas de foncer en montant sur la rampe et de s'encastrer dans la remorque. Maintenant, on aimerait faire cette expérience grandeur nature pour voir si on peut faire ça sans risque. La recette est simple. Prenez un camion, une voiture de sport des années 80 et lancez-les à toute vitesse. Il faut également une rampe. Adam et Jamie en ont construit une bien à eux. Pile poil. Cette rampe est parfaite. Elle est de la bonne longueur et elle ne gêne pas trop la voiture. Ça coince un tout petit peu. Mais dans l'ensemble, ça passe au poil. Je pense que ça ira. Avant de se lancer, il faut faire un test de conduite. Jolie manœuvre! Vous êtes prêts pour vos cours de conduite avant de tester ce mythe? Mike a fait une entrée très hollywoodienne, mais il passe vite aux choses sérieuses. Je vais vous montrer comment garder le contrôle quand on tourne ou quand on dérape. Vous allez faire des dérapages, histoire d'être préparé si la voiture tombe de la rampe. Vous allez essayer de viser une rampe de 2,40 m de large avec une voiture d'1,80 m de large sur une autoroute. Si un truc foire, vous saurez à quoi vous attendre. Mike pense qu'il est facile de monter sur la rampe et de freiner quand on atteint le sommet. Il veut préparer Adam et Jamie au cas où il y aurait un problème. Il n'y a que quelques centimètres de chaque côté de la rampe, c'est donc tout à fait possible. Braque. Très bien, bravo. Adam est tout à fait ravi de faire des dérapages incontrôlables. J'espère que la voiture marchera toujours quand ce sera à moi. À contre-cœur, notre pilote en herbe passe le relais à Jamie. L'homme au béret boucle sa ceinture et prend un départ des plus pépères. Pas la pédale de frein. Ah, oui. C'est dur? Oui. Il est un peu plus long, c'est un vieux monsieur, c'est normal. Comme les Mythbusters l'ont démontré, on peut apprendre des nouveaux tours à un vieux chien. Jamie arrive bien vite à prendre le contrôle d'une voiture incontrôlable. Une fois la leçon de Jamie terminée, repos pour tout le monde. Les deux élèves ont-ils été bons? Tu penses qu'on est prêt à tenter ça? Vous avez été très bon. Rassurés par les mots d'encouragement de Mike, Adam et Jamie se préparent au vrai test. Les deux véhicules sont sur la ligne de départ. Ce sera le choc des titans. J'ai hâte de faire ça. Salut Matt. Ça va? Bien et toi? Très bien. C'est toi notre conducteur? Oui. À combien monte ce monstre? J'irai aussi vite que vous le voulez, tant que vous oserez grimper dedans. C'est tentant.
Mais dans un moment de prudence assez inattendu, Adam opte pour une approche mesurée. On espère monter jusqu'à la vitesse autorisée sur autoroute. Mais on va faire un premier test à 50-55 km/h. Si ça fonctionne, on grimpera à 90. Maintenant, la question est, qui commence à conduire? Si Adam ne meurt pas pendant cette expérience, ou s'il meurt, je m'y collerai. Dans tous les cas, Adam sera le premier cobaye. Si ça a l'air sûr, j'irai. Adam, le cobaye humain, se prépare pour le premier test. Avec pour seule garantie un test à taille réduite et une série télé des années 80, il vaut mieux jouer la sécurité. Il peut se passer plein de pépins. C'est pour ça qu'on a mis en place tout un tas de mesures de sécurité. Primo, on a ajouté un arceau dans cette voiture. Deuxio, on a ajouté une ceinture de sécurité 5 points pour que je ne valdingue pas dans tous les sens. Et enfin, je porte un casque. Vous pouvez démarrer. Juste au moment où ils prennent le départ, il se met à pleuvoir, ce qui rend la route et la rampe glissantes. Le défi n'en est que plus grand. Pendant qu'Adam rentrera dans la remorque, en principe, je serai avec Mike dans une voiture qui roulera à côté. Mike donnera des conseils à Adam s'il voit qu'il y a un risque. Adam accélère. Il approche de la vitesse voulue. On est à 40, 50, 55 km/h. Il prend son temps pour bien se mettre dans l'axe de la rampe. Quand il est suffisamment proche, Mike lui donne le signal. Tu peux y aller. T'as vu ça? Bien joué. La caméra grande vitesse a immortalisé ce moment décisif. Au moment où les roues sont montées sur la rampe, elles ont ralenti de façon significative. C'est là que nous allons faire un petit cours de science. Tout objet en mouvement a tendance à se maintenir à une vitesse constante. C'est cette loi de l'inertie qui fait que la voiture n'accélère pas en entrant en contact avec la rampe immobile. Cela ralentit considérablement le véhicule et cela donne largement le temps à Adam de s'arrêter. Ça a super bien marché. C'était trop facile. Un jeu d'enfant. La suite des opérations est assez logique. Je veux pousser à 100. On va dire 90. Je crois que c'est la vitesse maximale autorisée des semi-remorques. Parfait, allons-y. Cela sera plus difficile si l'on est à une vitesse plus élevée. Comme si ce n'était pas assez, la pluie redouble d'intensité. C'est parti. Adam fait chauffer le moteur et atteint rapidement la vitesse voulue. On est à 90. Jamie et Mike sont toujours là pour prêter main forte. Sauf si Adam se plante, auquel cas il sera seul. Sois prudent, Adam, ça glisse. Magnifique, très bien fait. Encore une fois, Adam a réussi sans encombre. La vitesse accrue n'a pas changé grand-chose. Les roues sont montées sur la rampe, l'inertie de la voiture a empêché toute accélération soudaine et Adam s'est arrêté facilement. Bravo, bon boulot. Vous avez été super. C'était flippant. C'est clair. Je flippais un peu en te regardant faire ça. Ce mythe étant confirmé, il n'y a plus qu'une chose à faire. Passer le volant à Jamie. Il va prouver que quoi que Adam fasse... Attends. Il peut le faire dans l'autre sens. Bien joué, Heinemann. Dégage, Hasselhoff. Voilà Heinemann. La séquence de la rampe dans K2000 a marché comme sur des roulettes. On a réussi à faire tout ce qu'on a tenté. Absolument. Ce que j'adore dans cette émission, c'est les compétences incroyables qu'on y apprend, comme faire des dérapages. Je ne sais pas si j'aurai une chance de m'en servir, mais c'est toujours sympa de savoir faire ça. Exactement. Quant au mythe de la rampe dans K2000, il est totalement confirmé. Ça a marché, c'est confirmé. Il ne reste plus qu'à faire parler une voiture maintenant. Mythe confirmé. Les Mythbusters se sont aperçus que l'on pouvait s'amuser sans fin avec des pneus. Peut-on également tuer des gens avec? D'après les résultats obtenus jusqu'ici, la réponse est non. Les tests avec le dynamomètre ont consumé du caoutchouc, mais Buster en est ressorti indemne.
Je suis assez déçu. Je voulais que l'on arrive à faire éclater un pneu sous pression à grande vitesse. La seule chose qu'on n'a pas réussi à faire, c'est de voir l'impact d'un morceau de pneu sur le mannequin. Et si on faisait ça, justement? On prend un gros morceau de caoutchouc, on calcule la vitesse à laquelle notre machine l'éjecte, puis on tire sur une tête dans notre atelier et on voit ce que ça fait comme dégâts. C'est parti. Le plan consiste à soulever le pick-up et à poser la roue motrice sur une autre roue en mouvement. Ensuite, on place un morceau de pneu entre les deux roues. Quand le pick-up accélérera, ça projettera le pneu de l'autre côté vers Buster. À peine sorti de terre, le pick-up change d'endroit. C'est très bien comme ça. Très bien. Le chariot soulève le pick-up et le maintient en position. Je vais t'aider. Merci. Une remorque à l'envers fournit la roue inférieure du lance-pneu. Adam et Jamie la glissent en dessous du pick-up. Une fois de plus, on va se défouler. On a une remorque, une camionnette, de l'électricité, des pneus. On assemble le tout et on lance des pneus. Adam vérifie la vitesse de rotation des roues. 32, 40, 50... Quand il atteindra 65 km/h, Jamie insérera une bande de caoutchouc du pneu qui a éclaté entre les roues. 65. La planche est trouée. Adam est fou de joie. Wow, génial. Il n'y a plus qu'à mettre une tête en place et à tirer dessus. C'est dément. Ce morceau allait à 65 km/h. Et d'après nos calculs sur la trajectoire et la hauteur, c'est à peu près la vitesse à laquelle il allait quand on a fait le test avec le semi-remorque. Si ça décapite notre bonhomme, je dirais que le mythe est confirmé. Le candidat à la décapitation a été moulé grâce à du gel balistique et la colonne vertébrale d'un porc. Vous avez vu ça? C'est Grant, avec une colonne vertébrale. Ça va, mon grand? Adam et Jamie le placent en plein sur la trajectoire du morceau de pneu. Ces pneus dégagent beaucoup d'énergie quand ils tournent. S'ils partent en morceaux, ils peuvent en projeter à une très grande vitesse. Nous allons tâcher de savoir si ces bouts peuvent casser un pare-brise ou casser le cou de quelqu'un. C'est ce qui est important dans ce mythe. Étant donné la puissance potentielle de cet engin, Adam et Jamie y vont franco. Ils remplacent le motard par le conducteur d'une voiture qu'ils viseront à la tête. On va mettre le moteur du camion en marche, voir ce que ça donne. Ça roule. 40, 50, 60. Vas-y. C'était géant. Ils obtiennent une décapitation presque parfaite dès le premier essai. Il a le cou brisé. Il est mort, c'est sûr. Il a eu la colonne vertébrale arrachée. Si quelqu'un voit ça, il conclura forcément à une décapitation. Les chances de sauver ce malheureux s'amenuisent. Là, c'est fini. Quand on revoit les images au ralenti, on s'aperçoit que la force de l'impact était phénoménale. La prochaine voiture dans laquelle ce mannequin montera sera un corbillard. En plein dans le mille. C'est incroyable. On ne peut pas faire plus net que ça. On fait le bilan. Qu'est-ce qu'on conclut pour ce mythe? C'est assez clair, je pense. Si on se prend ce truc à 60 km/h, environ, on peut être décapité sur le coup. C'est confirmé. Je suis d'accord. C'est confirmé. Soyez prudents sur la route. Mythe confirmé.